Alors, Corinne Breton, product owner sur les sujets d'intelligence artificielle dans le groupe Wicare. Ok, et Willy Rouff, du coup, CTO de l'agence Hippon Nantes, engagement manager sur le projet, sur différents projets, parce qu'on est partenaire Wicare depuis 2018-2019, avec des projets d'app mobile sur la dématérialisation, des projets de data platform sur la valorisation de la donnée. Et puis maintenant que la donnée est clean, on a voulu s'amuser un peu avec un petit projet d'IAGEN. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, groupe Wicare, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup. Si je vous dis O2, peut-être que vous dites «Ah oui, O2». Alors, O2, c'est la marque historique du groupe Wicare, donc spécialiste dans les services à la personne, créée en 1996. Depuis, le groupe a bien grandi. Aujourd'hui, on a 16 marques, avec pour mission le fait de vous occuper de vos aînés, de vos enfants, de votre maison, de votre jardin. Et pour accompagner nos 200 000 clients, aujourd'hui, on a à peu près 20 000 collaborateurs répartis aussi bien au niveau du siège social que dans les 700 agences réparties sur tout le territoire français. Petit focus sur la filiale informatique du groupe pour laquelle je travaille qui s'appelle ITSAP. ITSAP, historiquement, c'est la DSI du groupe Wicare. Ça a été un petit peu restructuré, donc depuis quelques années, maintenant, c'est devenu une ESN à part entière. Toujours filiale du groupe Wicare, mais avec pour ambition quand même de devenir, d'ouvrir aussi ces solutions, pas uniquement pour le groupe Wicare, mais aussi à des partenaires extérieurs, tout en restant quand même aujourd'hui DSI des trois marques principales du groupe. L'idée de l'agent conversationnel, il s'est un peu imposé à nous, déjà parce que notre directeur, quand il est arrivé, sa vision était assez claire. Pour lui, le virage de l'intelligence artificielle, il s'apparente à celui d'Internet à l'époque. Et les entreprises qui avaient sous-estimé l'impact d'Internet ont eu pas mal de conséquences, voire certaines ont disparu. Donc l'idée, c'est que vraiment l'IA, c'est devenu un enjeu stratégique chez nous. Ensuite, ça s'est naturellement imposé puisque déjà il y avait un besoin au niveau des utilisateurs finaux, une demande. Et comme notre ERP chez ITSAP est plutôt difficile à maintenir parce qu'il a été créé en même temps que la boîte, c'est-à-dire qu'il a 29 ans, l'idée c'était de se dire aussi que l'agent conversationnel, ça nous permettait d'avoir un certain matelas de sécurité puisqu'il n'a pas forcément d'interdépendance avec l'ERP. Dernier point, c'est le fait aussi de soulager un peu les équipes support, parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de demandes qui sont liées à des process, soit parce que les process ils sont pas forcément à jour, ou soit parce que les utilisateurs ont du mal à trouver l'information. Côté Wicare, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils rencontrent de grandes difficultés pour accéder à l'information. Déjà parce qu'il y a différentes bases documentaires et la frontière entre telle information se trouve dans telle base, telle autre se trouve dans telle base, pas toujours simple. Aussi parce que finalement, les informations ne sont pas toujours maintenues. Ensuite, le secteur des services à la personne, il a deux particularités. La première, c'est que c'est un secteur qui est très réglementé. Donc les agences, elles doivent être déclarées, agréées ou autorisées en fonction des activités qu'elles prestent. Donc c'est vraiment très, très réglementé. Et le deuxième point, c'est qu'on a un turnover quand même assez important sur les équipes d'encadrement d'agence. Ce qui fait que finalement, quand il y a un départ d'un encadrant d'agence, il part avec toute l'expertise métier qu'il a. Et finalement, le nouvel arrivant, il doit quand même monter assez vite en compétences pour garantir la continuité opérationnelle de l'agence. Donc on a aussi la nécessité d'obtenir une information de manière rapide et qu'elle soit fiable. Dernier point un peu plus lié à l'amélioration continue. Aujourd'hui, les rédacteurs de procédures n'ont pas forcément de KPI qui leur permet de savoir si leur procédure elle est à jour ou s'il y a des manquements. Donc le fait de partir sur un chatbot nous rend l'information assez facilement. Alors voilà, on va vous présenter maintenant Alan. On commence par la démo, histoire que vous ayez un peu une idée de ce qu'on peut faire sur l'outil, puis après on rentrera dans la technique. Alors, on va lui demander ce qu'est une fiche de route. Donc voilà, Alan, on lui formule une demande. Il va aller chercher quels sont les documents qui vont lui permettre de formuler la réponse.
Voilà, il vient nous... On voit qu'il y a un peu de latence côté WebSocket. C'est à cause du réseau. Hein. C'est pas du tout Alan qui est en défaut. Donc voilà, il a une certaine mise en forme de la réponse. Et à la fin de chaque réponse, c'était aussi un besoin de pouvoir avoir les sources sur lesquelles il s'appuyait. Donc là, on peut voir qu'il y a différentes sources. Directement, si je clique sur une des sources, je vais pouvoir aller directement la consulter. Mais si je veux consulter les autres sources sur lesquelles il s'appuyait ou voir un petit peu le détail, je peux cliquer sur ce bouton qui m'ouvre une fenêtre avec le détail. Et donc là, on va avoir un peu plus d'informations. Notamment, on va avoir le passage du document qui a permis à Alan de nous fournir sa réponse. On va avoir la source, dans quelle base de données il a été chercher le document, et éventuellement le numéro de page sur lequel il s'appuyait si jamais l'utilisateur a quand même la nécessité d'aller consulter le doc, comme ça il a la page concernée. Vous avez peut-être pu remarquer que parfois il y a la même source qui est citée. C'est normal parce que parfois il va utiliser des passages différents du document pour formuler sa réponse. Ensuite, on a une partie feedback. L'utilisateur a la possibilité d'évaluer la réponse qui lui a été transmise par Alan. Donc là, typiquement, si on met un petit pouce vers le bas, on peut qualifier le mécontentement. Donc voilà, je peux mettre je peux apporter un petit commentaire si besoin, et je soumets mon évaluation. À savoir que ces évaluations, elles sont toutes retranscrites dans notre outil de pilotage, qui aujourd'hui est Langsmith. Et donc dans Langsmith, on va avoir toutes les questions qui ont été posées à Alan, la réponse, les documents sur lesquels il s'est appuyé, tout ça bien sûr de manière anonymisée. Vous avez peut-être déjà pu remarquer qu'on a, on a un historique de conversation, à savoir que, en tant qu'utilisateur, je peux parfois avoir la nécessité de retourner sur une demande que j'ai déjà faite et me dire, voilà, c'était il y a un mois, est-ce que c'est toujours la même réponse? Peut-être que les process ont évolué depuis le moment où j'ai formulé ma demande. Donc j'ai la possibilité de réactualiser ma demande. Donc de la même manière, là, la même demande va être envoyée à Alan, et du coup, il va nous formuler la réponse avec, effectivement, les sources. Peut-être qu'elles ont évolué aussi depuis. C'est peut-être pas les mêmes sources qui vont être utilisées. Voilà, en sachant que les messages d'Alan sont horodatés. Donc je peux aujourd'hui très bien basculer entre la demande que j'avais faite il y a un mois et celle que je viens de faire, et comparer les deux si besoin. Sur la partie header, ici, on va retrouver les différents profils de l'utilisateur. Il y a aussi mon accès privilégié à la plateforme d'admin. Et donc ici, je vous montre un peu ce qui se cache en dessous. Dans la partie documents, on va retrouver l'ensemble des documents qui sont ingérés dans la base. Donc typiquement, si je lui demande de me retrouver les documents liés à la visite, je vais avoir la liste avec la source, quelle est la marque que ça concerne, etc. J'ai aussi la possibilité, aujourd'hui l'ingestion elle est hebdomadaire, si toutefois il y a un process qui a changé et que c'est vraiment une information légale que les personnes doivent avoir tout de suite en instantané, j'ai la possibilité de faire une ingestion manuelle et de relancer l'ingestion de sorte à ce que l'information soit accessible tout de suite dans Alan. La partie feedback, ici on vient récupérer tous les feedbacks qui ont été notés sur les utilisateurs via Langsmith. Donc on a la question, la réponse et effectivement le feedback qu'a mis l'utilisateur avec la qualification de son mécontentement et le commentaire si besoin. Et côté configuration, ici on va retrouver toute l'administration des prompts, parce que je voulais garder une certaine autonomie sur le fait de pouvoir modifier les prompts. Et donc ici on retrouve les prompts avec la possibilité de les modifier. Si je me rends compte que le prompt que je viens de modifier, il est moins pertinent que le précédent, j'ai la possibilité de restaurer un prompt passé. Voilà, j'ai la liste, je peux les restaurer en cliquant sur le bouton. Et j'ai ici une petite note. Donc quand je clique dessus, ça me donne les tests qui ont été réalisés avec la question et la réponse attendue. Et je peux ici venir voir quelle est la note sur la pertinence et la fiabilité en fonction de la question. Et pouvoir vérifier comme ça le niveau de fiabilité du prompt. Ok, voilà pour la démo.
donc beaucoup de choses. On va essayer de rentrer un peu dans le détail maintenant. Qu'est-ce qui se cache sous le capot d'Alan? Donc une cartographie rapide, l'IHM d'Alan en Angular, qui est portée par ITSAP, c'est leur souhait de l'infogérer. Elle est connectée avec l'Identity Provider, donc c'est Keycloak côté groupe. Voilà, très bien. Je crois que j'ai une télécommande. Je vais faire. Parfait. Sinon, tout le socle, le back-end est hosté côté AWS. On a une landing zone sur Wicker. Donc, on a notre back-end, Alan, développé avec une archi-exa basée sur FastAPI en Python, qui communique avec l'API Gateway, qui elle-même forcément communique avec le front, la Lambda Authorizer pour valider auprès de Keycloak. On a du WebSocket pour le côté chat. On a du REST classique pour la partie admin. Vous avez vu les différents écrans avec les différentes ressources appelées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense LangChain, tout le monde connaît, ça a été utilisé comme framework pour communiquer auprès de Bedrock sur les différents LLM, pour communiquer sur la base vectorisée, donc on est sur de l'Aurora, Postgre, PG Vector pour la partie vectorielle, du classique FinOps monitoring, de l'infrascode avec Terraform, et puis sinon on a du S3, comme vous l'avez vu, qui nous permet de faire un stockage intermédiaire quand on récupère les documents des différentes sources, différentes GED, quand on scrape les différents sites web, etc. Et puis on a aussi un lien direct entre l'IHM et la GED pour afficher directement des documents à travers le chat. Voilà pour la carto. Maintenant, on va faire un petit focus quand même sur la partie IA. Alors, comme vient de vous parler Willy, la partie GED, aujourd'hui, l'idée de l'ingestion, c'est de venir récupérer via des API les informations qui sont exposées en fonction des différentes bases documentaires qu'on va interroger. Ce n'est pas toujours forcément les mêmes infos qui sont exposées. À cela, on va venir parser les documents. Donc, il y a différents formats de documents. On peut très bien avoir tout ce qui est de la Google Suite, Google Doc, Google Slide, Google, etc. Et on a aussi d'autres documents, des slides, des PDF, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire un état des lieux de tous ces documents qui sont à parser. On vient y ajouter une sorte de delta, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va ingérer la base documentaire, on ne va pas ingérer l'ensemble de la base documentaire, on va venir vérifier quels sont les documents qui ont été modifiés ou ajoutés, et ceux qui ont été supprimés, évidemment, on va les enlever de la base. On a une fonction lambda qui nous permet de gérer cette ingestion de manière automatique de façon hebdomadaire, comme je vous le disais tout à l'heure. De ce fameux delta, on va récupérer par exemple 2 documents sur n documents qui ont été ingérés. On va découper ces documents en chunks. Donc les chunks, c'est des petites parties de documents qui ont été découpées. Si à ce chunk, il y a une image qui est annexée, on va pouvoir la récupérer aussi. Il y a toute une phase de glossaire et définition qui va être lancée, c'est-à-dire que, comme sans doute toutes les boîtes aujourd'hui, on a notre jargon interne. Typiquement, nous, MR, c'est ménage repassage, FDR, c'est fiche de route. Ça paraît tout bête, mais pour que Alan ait cette information, il va falloir lui donner. Ensuite, il y a toute une phase d'optimisation. L'optimisation, pour vous donner un exemple, c'est typiquement le chunk. Plutôt que d'être isolé et de ne pas forcément avoir de contexte, on va venir lui donner un résumé du document dans lequel il se trouve, pour améliorer sa pertinence. Tout ça va nous permettre de vectoriser les éléments. Donc, Willy en a un petit peu parlé. La base vectorielle aujourd'hui, c'est Postgre avec l'extension PG Vector. Et en gros, la base vectorielle, le fait de vectoriser, c'est le fait de donner une représentation mathématique qui puisse être assimilée par une machine. Donc en gros, vous avez votre vecteur, le chunk qui est associé, et les métadonnées aussi qui vont avec. Donc en métadonnées, on peut par exemple citer la date de dernière ingestion. On vous parlait tout à l'heure du delta, donc il faut bien qu'on ait une date de dernière ingestion pour qu'on puisse savoir si le document a été mis à jour ou pas. Et on a aussi par exemple l'URL du document qui est utilisé, qui permet à l'utilisateur via l'IHM de directement ouvrir le document s'il clique sur le bouton. Ouais, le méta va nous permettre aussi effectivement de siloter tel ou tel doc, d'appliquer des règles. Donc bref, c'est un peu le champ libre en JSON-B mis à dispo, qui fonctionne avec LangChain pour justement ajouter de l'information complémentaire sur le chunk qu'on peut remonter
Je pense aussi aux pages, on voyait tout à l'heure, on sait à quelle page est associé le chunk sur l'IHM, parce qu'on a l'information dans la partie méta. Un autre focus IA, on l'a vu, on est quand même sur du RAG principalement, en tout cas initialement. Donc comment ça marche? On a l'input. L'input, c'est la question de Corinne qui a été posée. J'ai mis un logo qui ne veut pas dire grand-chose. En gros, c'est tout l'historique. On ne récupère pas que la question, pardon, mais tout l'historique de la conversation qui a été lancée avec Alan. Et comment on arrive à l'output que vous avez vu en sortie. Donc on va passer par un premier prompt avec Haiku. Haiku, c'est le SLM de Claude, donc Small Language Model, de reformulation. C'est-à-dire que, comme Corinne l'a expliqué, sur la partie ingestion, on va transformer tout le jargon métier, tous les acronymes, etc., pour avoir du sens. C'est ça qui est important au niveau des vecteurs. Et si on veut avoir un sens comparable à la question, il faut qu'on applique le même process en entrée aussi sur l'input. Donc sur l'input, on a Haiku qui va faire un peu comme de la regex, qui va remplacer, mieux qu'une regex, qui va remplacer tous les acronymes, qui va rajouter finalement du sens sur l'input donné par l'utilisateur. Et du coup, on se retrouve avec un input Wicker qui est un peu plus clean que l'input de base. Ça va nous permettre de faire la requête en base vectorielle. Donc, on va faire une requête sémantique avec du sens. On a gardé quand même une requête lexicale classique parce que O2 a pas mal de codes d'erreur. Ils ont aussi un jargon avec des codes d'erreur E2R, underscore, DGFIP ou autre. Donc ça nous a permis de récupérer des résultats à travers une recherche lexicale classique, on va dire. Ces résultats, c'est quoi? C'est une liste de chunks et de méta, hein, comme vous a montré Corinne juste avant. Donc c'est sympa, ça marche. Mais c'est pas mal d'avoir un petit garde-fou. Donc je rappelle encore Haiku avec un prompt en lui me disant « Challenge ». Merci de challenger ces résultats-là. On en a 40, j'aimerais en avoir que 10. Donc, analyse la réponse par rapport à la question et tu me dis oui, non, est-ce qu'on la garde ou pas dans la réponse finale. Donc, ça me permet, voilà, je réduis un peu ma liste de résultats. Derrière, normalement, j'ai que des résultats qui sont beaucoup plus cohérents. C'est parfait. Je donne tout ça encore à un prompt, cette fois sonné, tant qu'à faire pour générer la réponse. Donc, sonné, c'est le LLM de Claude. Il récupère la question, il récupère l'ensemble des résultats, chunk, méta, et il arrive à nous générer le type de réponse que vous avez vu juste avant, pendant la démo. Alors, petit point méthodo, on démarre par la phase de cadrage. Là, l'idée, c'est de bien vérifier quel est le périmètre, notamment sur la documentation. Quelle base documentaire sur laquelle on va se connecter, quels sont les documents qu'on va récupérer, le format, leur taille. Il y a toute la partie glossaire métier qu'on a vu avec les définitions, etc., qui est une phase aussi essentielle. Et dernier point aussi très important, c'est les personas. Aujourd'hui, au niveau des prompts, on va venir indiquer, donner certaines informations à Alan, parce qu'en fonction qu'on travaille dans une agence ou qu'on soit téléconseillé au niveau du siège, forcément, on n'a pas forcément le même glossaire métier et on n'a pas forcément les mêmes attentes en termes de réponse. Donc cette phase-là, elle est très importante. Pareil, l'idée, c'est d'avoir en entrée aussi une série de questions et de réponses attendues à ces questions pour que les développeurs soient aussi autonomes dans leurs différentes phases de développement et puissent vérifier que les devs qu'ils ont faits ne viennent pas impacter la pertinence du modèle, et notamment voilà, dans toutes les phases de TNR qu'ils peuvent rencontrer. Ensuite, la phase d'implémentation, voilà, c'est le fait de se connecter aux différentes bases documentaires, avec le delta dont on a parlé, le parsing, si c'est un document non éditable, éventuellement l'OCR. Et la phase la plus importante, ça va être la phase de pilote. L'idée, même si ça fait 11 ans que je suis dans la boîte, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de tous les process. On a beaucoup de documents, donc voilà, je ne connais pas tout. Donc même si moi, je faisais des tests, le fait de pouvoir donner à Alan à quelques utilisateurs cibles, ça permet de rapidement mettre le doigt sur des dysfonctionnements. Donc voilà, on a lancé le pilote sur 7 personnes et on a un franchisé qui a vraiment joué le jeu et qui nous a retourné un document Excel avec toutes les questions qu'il a posées à Alan, les réponses qu'il a obtenues,
son état de satisfaction sur la réponse, est-ce qu'il était satisfait, non satisfait, etc. Et quand il n'était pas forcément satisfait ou qu'il n'y avait pas eu de réponse, il mettait le document source pour lequel il attendait une réponse. Donc voilà, et ben, cette phase de pilote nous a permis d'identifier des pistes d'amélioration et déjà de se dire, on peut faire des optimisations. On a par exemple pris la décision de retirer un certain type de documents. Nous, on a beaucoup dans notre base documentaire de formulaires pour que les encadrants d'agence aient des documents. En gros, c'est un document, il y a juste un titre et puis quelques items, nom, prénom, etc. Et on s'est aperçu que ces documents-là venaient nuire à la pertinence d'Alan. Donc on a pris la décision de les retirer du périmètre documentaire. Et dernière phase, c'est le run. Une fois qu'on a éprouvé le système, que ça fonctionne, là, l'idée, c'est de pouvoir élargir. On a des services qui nous ont contactés pour intégrer leur documentation interne, etc. Donc, on peut partir sur de nouveaux personas, de nouvelles évolutions. Là, on est en train de travailler sur la mise en favori de certaines conversations ou le partage de conversations à des collaborateurs qui pourraient être intéressés. Voilà. Parfait. On est quand même sur un Rex, donc l'idée c'est de vous partager les défis qu'on a rencontrés, un petit retour d'expérience. On a 4-5 je crois. Premier défi. Premier défi, le corpus documentaire. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Aujourd'hui, chez WeCare, dans le périmètre qu'on a identifié, il y a plus de 2500 documents, qui sont dispersés dans différentes bases, de différents formats. Donc, pas toujours facile de s'y retrouver. Et en plus, on a un accès qui est conditionné en fonction des habilitations d'un utilisateur. Aujourd'hui, on a différentes marques, on a différents types de réseaux, et un document peut être visible, par exemple, pour les succursales, mais pas pour les franchisés dans une même base documentaire, ou l'inverse. Donc, il y avait un vrai défi pour conditionner ces accès. Là, on vous a mis une petite matrice qui donne de la visibilité sur comment les rôles permettent d'attribuer telle personne a les droits sur quelle base. Même si ce n'est pas exhaustif, ça donne déjà une petite représentation. Du coup, côté RAG, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Les informations du type de réseau, de la marque, sont renseignées directement dans les métadonnées dans la base vectorielle. Côté authentification, Willy, vous parlez tout à l'heure de notre outil Keycloak qui nous permet aujourd'hui de gérer les droits et habilitations des utilisateurs. Nous donne aussi des informations. L'utilisateur, il est apparenté à quel groupe, quelle marque, quel est son type de réseau, et en fonction, on va pouvoir lui ouvrir les accès à LAN et sur quel profil il peut basculer ou pas. Donc voilà, il y a des utilisateurs qui peuvent avoir 2 ou 3 profils conjoints. Et côté pipeline, c'est le côté de la personnalisation du prompt, où là, on va pouvoir venir, en fonction de chaque service ou chaque groupe, venir donner des indications spécifiques dans les prompts. Exactement. Dynamiquement, on va pouvoir faire évoluer les prompts pour les adapter à la personne, au type de profil connecté. Avec les glossaires et acronymes métiers propres, ça je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Second défi, l'exactitude des résultats. Comment tester nos résultats? On parle de test de non-régression, pardon. On s'est basé sur, on a utilisé encore des LLM pour faire nos tests avec des scorings, etc. Corinne vous l'a montré rapidement en démo tout à l'heure. Un petit mème, j'aime bien ça, mais c'est le genre de discussion qu'on a eu sur l'équipe, entre les développeurs. C'est souvent la faute de Claude au final, mais plus sérieusement, les projets d'IAGEN, c'est complexe. Il y a beaucoup d'interdépendances, on peut toucher à une brique, ça impacte le produit au global. Et du coup, ces tests de non-régression nous ont permis d'avancer plus sereinement, qui plus est avec l'externalisation de l'administration, comme on l'a vu, l'externalisation des prompts, pardon. Donc ça marche comment? On s'est basé sur le fichier de Q&A qui a été fourni en cadrage, qui a été enrichi par la suite en pilote. Et on a fait du classique, on a demandé à Haiku, encore une fois, de valider nos réponses vis-à-vis des questions et réponses attendues. On a mis une petite formule, ça fait scientifique, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est juste l'ensemble, la somme des réponses correctes sur la somme des questions au total. On en fait un pourcentage et on a un score. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, comme je l'ai dit, on a administré les prompts, donc on a sorti finalement les prompts pour offrir de l'autonomie à Corinne, pour ne pas passer par nous à chaque fois qu'il y avait une faute d'orthographe, un changement du wording pur WeCare. Donc on les a externalisés, on les sort du projet Python, vous imaginez bien, on les met en base, on les versionne, on les APIise, et on permet à Corinne d'exécuter à la demande des tests de non-reg. C'est super,
mais Corinne m'appelle en me disant, voilà, j'ai un souci, j'ai corrigé des fautes, parce qu'on en fait un peu, et quand je corrige, j'ai une moins bonne note. Donc effectivement, c'est pas fou, mais en fait, même sans rien faire, la note changeait. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des LLM qui sont non déterministes, et des fois, Haiku peut mettre un KO sur l'évaluation d'une Q&A, et le lendemain, mettre un OK. Donc voilà, le scoring assez fluctuant, c'est compliqué de travailler avec un score qui bouge tout seul. Donc on est parti sur un nouveau LLM as a judge, enfin en tout cas une autre approche, toujours avec Haiku, mais cette fois on s'est basé sur l'échelle de Likert. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais de toute façon c'est écrit. L'idée c'est quoi ? C'est de ne pas avoir un score binaire sur l'évaluation, mais demander à Haiku de catégoriser l'évaluation de la pertinence de la question. Donc il y a justement une première catégorie qui est la pertinence, c'est une note entre 1 et 5. Concrètement, c'est classique, pertinence, l'écart vis-à-vis des attentes. Et puis une autre note qui permet d'évaluer l'hallucination, on va dire. Est-ce que la génération de la réponse est faite sur les sources ou est-ce qu'elle sort juste de ton SLM, tout simplement. Donc ça permet effectivement de suivre l'écart vis-à-vis des sources. Donc les scores fluctuent beaucoup moins, on est plus stable, on est plus à même de modifier des choses et de mesurer l'impact. Donc je pense qu'il y a encore d'autres versions, ça pourrait être un projet à part entière cette partie-là, mais voilà, c'était assez intéressant de mettre en place ces tests de non-régression avec du LLM as a judge. Alors, troisième challenge. Initialement, il y avait un seul pipeline de prompt RAG. On en a parlé tout à l'heure. Ça soulève quand même deux problèmes, enfin un, mais c'est que quand on lui disait par exemple seulement bonjour, il venait nous répondre qu'il n'avait pas trouvé la réponse dans la base documentaire. Donc premier point un peu déceptif. Deuxième point, si on ne lui donne pas forcément de contexte, typiquement on fait une recherche un peu lexicale type TVA, on a quand même une grosse probabilité que la réponse qu'ils nous fournissent ne corresponde pas à ce qu'on attend. Et donc, effectivement, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible, d'autant que, pareil, pour l'évolutivité, on est un petit peu bloqué. La solution, c'était de partir sur différents pipelines et d'avoir un agent en amont qui puisse, de manière autonome, réfléchir sur quelle est la requête et de pouvoir aiguiller vers le bon pipeline en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc, plutôt que de belles paroles, je vais vous montrer ce que ça donne. Aujourd'hui, si j'écris « Bonjour » à Alan, donc je vous le disais, avant, il me répondait qu'il n'avait pas trouvé la réponse dans la documentation. Aujourd'hui, voilà, il me dit « Bonjour, ravi de vous revoir, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Là, concrètement, l'agent détectait qu'il n'y avait pas de notion métier purement O2. Donc à ce moment-là, on redirige vers un LLM lambda. Juste, on le bride un peu. On lui dit qu'il est dans un contexte pro, etc. Vous imaginez bien. Mais c'est juste un passe-plat vers du LLM sonné directement, quoi. Deuxième exemple qu'on avait, c'est si on l'interroge par exemple sur un mot, sans forcément qu'il y ait de contexte autour. Et bien là, effectivement, il ne va pas forcément aller taper dans le RAG, mais il va aller taper dans le pipeline manque de contexte, et il va nous demander de donner des précisions sur la demande pour qu'ils soient en capacité de nous fournir une réponse. Donc ces trois exemples de sortie, on en a fait une quatrième qu'on n'a pas pu implémenter, on le voit sur le schéma, c'est maintenant qu'on a ça, en fait, on peut tout faire, c'est ça qui est plutôt cool. On peut s'amuser à faire des calls API, donc détecter par exemple une demande de dépôt de congé. À ce moment-là, je rentre dans un pipeline dédié avec ma fonction, mon call API. Je vérifie que j'ai bien tous les inputs, sinon je rentre dans une discussion, dans un échange avec le end-user pour avoir date de début, date de fin, type de congé. Je fais mon call API, je lui fais un retour. D'autant plus que vous vous rappelez, on a le token JWT, donc on est capable de le passer dans le header en tout cas pour s'authentifier. Donc voilà, ça ouvre un champ des possibles qui est plutôt cool, ce challenge numéro 3. On avance. Challenge 4, très rapide, plus pour le fun ou si vous avez même une réponse. C'est comment versionner un projet, comme on l'a dit, complexe avec pas mal de briques, du LLM. Une date d'ingestion, un front, un back. Comment Corinne est capable de distinguer un diff entre la dev et la prod.
On ne savait pas vraiment quoi versionner, du coup on a tout versionné. Donc on a le versionning du front, on a le versionning du back, on a effectivement le modèle utilisé, la version utilisée et la date de dernière ingestion. Donc concrètement, j'arrive sur un environnement, je suis à même de savoir dans quel état est l'environnement par rapport à un autre. Et je finirai avec non plus de la tech, mais de l'organisationnel. L'équipe type finalement pour ce genre de projet de data science à full stack. On le voit côté data science, on est assez éloigné sur des projets classiques de type ML où on faisait de l'apprentissage avec du monoscript en Python, etc. Là, on est beaucoup plus sur un projet d'intégration. On va consommer des modèles de type LLM qui nécessitent une architecture applicative effectivement pérenne. On le voit, on tape sur différentes sources de données, même si ça reste des drives différents. Ils ont d'autres façons de communiquer. On n'a pas les mêmes infos. On doit aussi parser des sites web, etc. Donc finalement, on a les mêmes besoins, mais sur des implémentations différentes. Donc l'archi-exa s'y prêtait plutôt bien. On voit aussi, on a besoin de faire de la programmation orientée objet, des patterns de développement pour avoir finalement une solution pérenne, évolutive vis-à-vis de l'ensemble des besoins de Corinne, du fait qu'on bascule des fois aussi. Moi, je dis souvent, le craft, ce n'est pas l'apanage des software engineering, c'est important de le maîtriser dès qu'on est ingé, peu importe data, cloud, etc. Mais bien sûr, il faut aussi, on l'a vu, comprendre pourquoi un score de TNR diminue. S'il diminue, savoir où taper, potentiellement optimiser le chunking et plein d'optimisations que je n'ai pas forcément listées ici. Donc concrètement, on est à la frontière entre data scientist et software engineer. On a des compétences hybrides nécessaires, peut-être le mouton à 5 pattes. J'ai mis serverless, effectivement, moi ça m'a rappelé très rapidement, j'ouvre la parenthèse, mais il y a 3-4 ans, pour un grand compte, on est parti sur une archi serverless, avec des équipes DevOps au top, architectes, etc., sur AWS, donc c'est super, ça fait de la lambda, etc. Et puis à un moment, les DevOps, ça ne les intéresse pas trop de faire du métier. Mais il faut quand même amener du métier sur cette architecture serverless. Et donc on ramène des SE, des software engineers, qui eux ne sont pas du tout à l'aise sur du Python, sur le langage par exemple, sur une nouvelle architecture serverless qui n'est pas une architecture habituelle qu'ils ont l'habitude de manipuler. Et du coup, il a fallu les accompagner, passer des certifs, les accompagner sur ces sujets-là. Et finalement, on a même des softwares qui se sont éclatés, qui sont même passés de l'autre côté, côté DevOps. Donc, moi, ça m'a un peu rappelé cette période-là. Là, on est un peu dans le dur, mais finalement, c'est plutôt cool. Les data scientists apprennent un peu la partie craft, la partie SE. Nos softwares se sensibilisent à la data. Et ça fait une belle projection, c'est plutôt sympa. Conclusion. Quand même, on se quitte avec quelques tips classiques. Une base exhaustive, je pense qu'on l'a pas mal rappelé, de Q&A. C'est important d'avoir de la profondeur statistique sur l'ensemble de vos données, donc de la redondance, de la diversité pour avoir cette autonomie côté dev, CTNR qui soit le plus efficace possible. Une solide expérience côté data science, une solide expérience aussi côté SE. Et puis, on l'a répété aussi, je pense, une phase itérative, des phases itératives incrémentales, ces phases pilotes qui nous ont permis de pas mal grandir sur la partie pertinence, la partie non-reg tout au long du projet. Je ne pouvais pas vous quitter sans une citation de Claude. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que vous le savez tous, l'IA, ça va très très vite. MCP, c'est sorti, je crois qu'il y a 6 mois, en 3 mois, tous les outils exposés des serveurs MCP. Moi, je réinsiste sur le fait de penser architecture modulaire pérenne pour nous permettre de laisser le temps, en fait, l'innovation ne courait pas après, laisser le temps de voir venir, d'éprouver, et puis une fois que c'est OK, ce ne sera pas très compliqué de passer d'un agent fait à la main à des agents Bedrock, par exemple, ou n'importe quelle évolution qui arrive constamment. Il ne faut pas chercher à courir après chaque innov côté IAGEN. Quelques chiffres. Alan, aujourd'hui, c'est 3000 utilisateurs. Une réduction de 5% des tickets support liés à des questions de process. 190 demandes journalières et environ 81% de collaborateurs satisfaits. En sachant que, on espère que ce chiffre augmente, puisque aujourd'hui on est en train de travailler aussi sur une fonctionnalité dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, sur le fait de récupérer des images. On s'est aperçu qu'on avait un grand nombre de documents qui finalement, même si c'est du texte, les rédacteurs de procédures ont inséré des captures d'écran dans des documents. Donc le fait de pouvoir récupérer ces éléments-là va forcément aussi augmenter le taux de réponse d'Alan. On a aussi une belle piste sur les changements de contexte. On le fait naturellement à l'oral, on change un contexte en échangeant avec quelqu'un, l'autre personne le sait.
nous, Alan, ne le sait pas encore, on est en train de le faire, détecter le changement de contexte. On a un bouton pour le faire, mais naturellement, quand on échange, on n'a pas forcément envie de changer, d'appuyer sur un bouton. Donc on passe du coq à l'âne, et vu qu'on garde l'histo, la dernière question peut se noyer dans l'historique de la conversation. Donc voilà, on est en train de faire ça, clairement, ça va aussi améliorer les feedbacks au vu de l'analyse des feedbacks KO. Donc c'est vraiment de l'amélioration continue sur ce genre de projet aussi. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Merci aux équipes d'Ypon d'avoir travaillé sur le projet et d'avoir révolutionné notre Merci méthode de travail. Merci à toi pour le talk. Je pense qu'on est au bout. Open feedback, toujours pareil, je pense que vous connaissez. Et les questions, pareil, vous connaissez. Si vous en avez, ce sera avec plaisir. Merci pour le talk, super intéressant. J'ai plusieurs questions. Déjà une rapide, pourquoi une pieuvre? Le logo, pourquoi pourquoi un une poulpe? pieuvre? Ça a été une longue recherche du service communication. La pieuvre, parce que il y a 3 cœurs et on est l'entreprise WeCare, donc voilà. 8 tentacules, parce que c'est multitâche et voilà, on fait aussi plein de prestations de service à la personne. Et il y avait autre chose, je crois, mais je l'ai plus. Mais voilà, en gros, c'est les arguments principaux. Cool, merci. Et du coup, comment vos évaluations, vous les utilisez? Parce que du coup, là, vous montrez 80% de satisfaction, mais est-ce que vous utilisez les évaluations pour, je sais pas, faire de la notation, faire de la qualité sur vos sources de données? J'en parlais hier avec un data scientist à Nantes, et du coup, l'idée serait effectivement de faire du monitoring sur les KO pour justement identifier des sources documentaires, peut-être un peu à revoir. Enfin voilà, on n'est pas encore à faire de la BI, faire de l'analyse sur ça, mais c'est effectivement une des améliorations. En tout cas, il ne faut pas que ce soit une fin en soi, le chatbot, il faut que ça amène d'autres choses derrière. Donc c'était une réflexion qu'on avait hier, justement. Ok, cool, merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question à propos des coûts. Quand vous soumettez pas mal de choses à Bedrock, vous avez dit que vous repassez tous les contextes, etc. Comment ça se passe au niveau coût sur AWS? Et voilà. Du coup, les coûts, c'est principalement l'ingestion. C'est là où ça pèse. C'est pour ça qu'on a mis en place du Delta pour ce petit côté FinOps qu'on avait mis en avant. On a de l'amélioration. Alors, on n'a pas mis tout ce qui se passe dans le prompt de RAG, mais effectivement, on a des limitations d'historique. On fait des résumés. On n'en voit pas tout non plus. Haiku, c'est aussi pour ça qu'on utilise des SLM en début de chaîne pour traiter un plus grand nombre de données. Puis aussi, je crois qu'il y a des restrictions vis-à-vis d'AWS, enfin des quotas. Ça nous permet aussi de distribuer les quotas, de passer de SLM à LLM, de ne pas rester bloqué sur Sonnet. Mais on applique des restrictions effectivement sur ce qu'on envoie et ce qu'on historise et ce qu'on résume. On essaie de faire pas mal de petites choses comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui pèse, c'est clairement l'ingestion versus les appels quotidiens. Ça répond. Vous n'avez pas le coût à la question? Tu veux un chiffre? Je crois que quand on avait fait le cadrage, c'était 0,00045 du token, en sachant qu'une demande, en moyenne, c'est peut-être 5 tokens. Donc ça reste quand même vraiment minime. Ouais, on a des calculettes qui permettent d'estimer en fonction de la base documentaire, du nombre moyen de questions, c'est que de l'estimatif, hein, le coût, ce qui me permet aussi de choisir le meilleur modèle. Mais tout ça, ça se retrouve assez facilement. Mais après, le coût en run... it depends, quoi. Désolé pour la réponse. Oui, déjà merci pour la conf. Petite question, est-ce qu'il y a déjà eu tu parlais beaucoup de modularité et de pouvoir faire évoluer. Est-ce que vous avez déjà eu des gros changements à faire au niveau de l'archi ou des choses que vous avez dû changer suite, je sais pas, à un nouveau modèle ou des choses en termes de sécurité ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous savez déjà dans le futur que vous allez avoir et vous dites, tiens, est-ce qu'il y aura peut-être des changements ou des choses qu'on pourra améliorer dans l'architecture que vous avez fait? Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, on n'était pas parti sur une... En gros, les problèmes que je remonte, d'aller sur de l'EXA et de faire du software engineering, etc., c'était pas du tout la base. On a fait un gros coaching de nos data scientists sur les débuts, quand j'ai vu qu'on avait du mal à passer d'une jet à l'autre, qu'on avait des implèmes qui étaient maintenables. Donc, on a vite fait une accélération. On a mis aussi, on a ramené des SE sur les projets. C'est pour ça que ça s'est fait comme ça.
Maintenant, des gros changements, pas vraiment. Là, on l'a vu, alors vous l'avez vu peut-être, si on est sur une EC2, l'objectif c'est de basculer en serverless. Donc on a même une réflexion au niveau groupe IPON pour faire demain des agents conversationnels avec des graphes d'agents, un peu comme je voyais sur la conf juste avant, qu'on pourrait faire au fil de l'eau, etc. Donc la seule réflexion qu'on va avoir peut-être là, c'est effectivement la bascule serverless de ce qu'on a fait éclater notre archi exa en Python en full serverless demain. Ok, merci. On va arriver au bout du créneau, peut-être une dernière question, puis après on se laissera là. Ouais, merci pour la conférence, très intéressant. Sur la partie documentaire, vous avez parlé de sérisation lorsque effectivement l'extraction texte n'était pas possible. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes justement vis-à-vis des images ou des tableaux qu'on peut retrouver dans pas mal de documents professionnels? Ouais, les CSV, c'était une cata. Les Excel, CSV, c'est pas simple. Il y a des algos qui permettent d'identifier au sein via Langchain, il y a des algos qui permettent, je crois, d'identifier au sein d'un Excel les zones qui ont de la valeur, justement, qui ont du sens. Donc on a fait pas mal de tests sur tout ce qui est tableur ou autre. Côté image, comme on le disait, si c'est la question aussi, on n'analyse pas l'image. On pourrait transformer l'image et il y a des modèles d'embedding qui permettent de ressortir le sens d'une image. Et comme ça, on stockerait vraiment le sens de l'image et non pas la légende qu'on prend et on met l'image en méta. Actuellement, on fait vraiment que ça. Concrètement, il y a des documents, côté Wicker, c'est que des captures d'écran. On prend la légende et on met en méta l'image qu'on peut ressortir si jamais le chunk est récupéré lors de la phase de retrieving. Demain, j'aimerais bien aussi qu'on utilise des modèles d'embedding qui sont capables d'analyser l'image, de stocker le sens de l'image et de remonter une image en fonction de la question sans même avoir besoin de récupérer dans la colonne méta. Merci. Okay. Encore merci à vous. On peut les applaudir.